Bonjour, merci, on est à l'antenne, si on pouvait arrêter de discuter dans ce studio. Bonjour à tous, l'actualité des idées dans cette dernière partie de la grande table. La France est-elle réellement un grand pays d'accueil? Les nouveaux arrivants sont-ils essentiellement des immigrés économiques ou des réfugiés politiques? Notre politique d'immigration est-elle en phase avec les réalités économiques du pays? Autant de questions à soulever avec Antoine Mercier et notre invité, El Mouhoud, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, directeur du groupement de recherche international du CNRS, le DREAM, comme développement des recherches économiques euro-méditerranéennes, spécialiste des questions de migration internationale, des questions liées donc à la mondialisation et aussi à l'intégration européenne. Bonjour. Bonjour. Vous avez commencé à ouvrir un débat avec Bruno Gollnisch. C'était pas évident de vous arrêter, mais c'était peut-être pas le moment, puisqu'on va maintenant vous laisser la parole autour de votre essai. Pardon pour cette interruption un tout petit peu autoritaire, mais parfois il faut savoir rétablir le silence dans un studio pour mieux vous laisser la parole. En pleine crise mondiale des réfugiés et à 2 mois de la présidentielle française, vous publiez donc L'immigration en France, mythes et réalités chez Fayard. Un essai pour en découdre avec les mensonges et préjugés liés à l'immigration. Vous recensez 15 mythes qui minent les débats, statistiques et données de l'OCDE notamment à l'appui. Vous vous appliquez à les déconstruire, ces mythes, avant de proposer plusieurs pistes de réflexion pour définir une politique d'immigration économiquement efficace. Il n'y a pas qu'en France que ce débat sur l'immigration fait rage, El Mouhoud. Il est aussi alimenté ailleurs par un certain nombre d'approximations, voire de contre-vérités. Avant d'en venir à l'Hexagone, peut-être un rapide coup d'œil outre-Atlantique et un mot pour commencer du Muslim Ban de Donald Trump, qui a fait couler beaucoup d'encre, son décret anti-immigration. Un succès politique, un revers judiciaire et un contresens économique pour vous? Oui, c'est surtout très symbolique parce que on voit bien là qu'il s'agit de faire plaisir à un électorat en stigmatisant une partie de la population immigrée qui était parfaitement régulière et en ayant pour prétendue raison la question du terrorisme. Or, ceci est absolument non seulement inefficace, mais totalement à vocation purement symbolique. On voit qu'il n'y a pas de cohérence là-dedans et ça rejoint en effet ce qui est fait dans certains pays. L'absence de cohérence est alimentée par un besoin de se faire élire sur des bases parfaitement populiste, pour utiliser le mot qui a été utilisé tout à l'heure, mais populiste. Ça y est, là il est élu, donc voilà. il aurait pu aussi enterrer ce projet. Oui, la poursuite de son assise électorale consiste à continuer à se bagarrer sur ces questions-là. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien qu'il vise également les Mexicains, qui n'ont rien de musulmans, et qui pourtant ne sont pas, loin de là, la majorité de la population immigrée en situation irrégulière. Ils ne sont que 40%, les autres sont des latino-américains, etc. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette façon de trouver des sujets simples pour continuer. Alors là, la nouveauté qu'on a ici, c'est que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on a une telle rupture, en effet, aussi radicale et avec une tentative de mise en œuvre, certes incohérente, mais tout de même existante. Alors face à cela, El Mouhoud, une mobilisation citoyenne et peut-être encore plus intéressant aux yeux de l'économiste que vous êtes, une fronde des entrepreneurs américains, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, Tim Cook, le successeur de Steve Jobs, qui a rappelé d'ailleurs les origines syriennes du fondateur d'Apple, le patron de Netflix, Reed Hastings, se sont tous exprimés contre ce décret, rappelant notamment l'importance du pacte noué au fil des années, au fil de l'histoire entre les États-Unis et tous les immigrés du pays. Qu'est-ce que ça nous dit, cette mobilisation de la Silicon Valley? Écoutez, ça dit une chose très simple, c'est que la réussite technologique et en matière de compétitivité des États-Unis repose en large partie sur la capacité extraordinaire à puiser dans le stock mondial de connaissances. Et comment on puise dans le stock mondial de connaissances? En ayant une politique d'immigration beaucoup plus large que ne l'ont d'autres pays. Pour l'instant, c'est le premier pays d'immigration en termes de flux. Et en effet, ce que nous savons, c'est qu'à peu près 40% des scientifiques aux États-Unis sont des étrangers. Ce sont des immigrés. Donc ce ne sont même pas des gens qui sont issus de l'immigration nés aux États-Unis, mais qui sont des étrangers. C'est aussi le cas aux Pays-Bas, c'est aussi le cas dans beaucoup de pays de l'OCDE. Donc cette capacité à puiser dans le stock mondial de connaissances est à l'origine du regain de compétitivité permanente des États-Unis, en particulier dans les nouvelles technologies. C'est la raison pour laquelle on a eu cette
coalition en quelque sorte de la Silicon Valley et de la société civile en faveur de l'immigration et contre ce décret. Je vous rappelle qu'il y a eu une même tentative en France il y a quelques années avec le décret Guéant, qui est tenté d'empêcher les étudiants formés en France, avec lesquels évidemment pour l'économiste que je suis, il est important de savoir que les asymétries d'information entre les employeurs et les employés sont très faibles quand les gens sont formés en France. Donc là, ce décret empêchait les étudiants de candidater pour devenir salariés. Et ceci a aussi fait montre d'une certaine mobilisation, que ce soit des entreprises, de la société civile, etc. Et ben, c'est pas tout simplement parce que c'est absurde. On sait que à peu près 2/3, si vous voulez, de la migration qualifiée provient aussi des étudiants. Donc là, il y a quelque chose que la société rejette, qui est finalement l'outil dans l'absurdité économique qui est visible par les entreprises comme par les acteurs économiques en général. Alors l'outrance dans l'absurdité économique, vous avez quelque part précédé l'appel du prix Nobel d'économie 2013, Robert Louis Shiller, qui est professeur d'économie à l'université de Yale et qui lançait récemment un appel à tous les économistes à se pencher sur cette question des réfugiés dans la tribune, sur le site de la tribune.fr, qui a traduit cet appel. Il rappelait que comme président de l'Association américaine d'économie, il a demandé lors de la réunion annuelle de l'association début janvier à plusieurs chercheurs de s'emparer de cette question, non pas comme des historiens, mais bien comme des économistes, et de tenter de décrire le problème des réfugiés en termes économiques. Il faut effectivement dire qu'on est en pleine crise mondiale des réfugiés. Vous aviez déjà en 2012 lancé un premier appel, écrit une première tribune intitulée Immigration, la nouvelle donne. Vous avez réitéré sur cette question et appelé à lever les fantasmes en 2015. Qu'est-ce qui a changé depuis? En quoi le contexte est quand même particulier et mériterait que les économistes se penchent très sérieusement sur cette question? Oui, d'abord, les économistes, en France en particulier, se sont penchés sur cette question depuis peu d'années, mais c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai écrit ce livre. Il y a de plus en plus de travaux sur le cas français, nous étions relativement en retard par rapport à ce qui existait dans d'autres pays de l'OCDE. Alors, ce qui est nouveau, c'est en effet, depuis peu de temps finalement, depuis la crise syrienne et depuis l'avènement de 15 conflits finalement dans le monde, en Afrique et au Moyen-Orient, c'est l'afflux de ces émigrants qui sont des réfugiés. Et qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et les mêmes déterminants que les migrants économiques. Je rappelle dans mon livre que les migrants économiques en France et dans les pays de l'OCDE, c'est une partie très minoritaire. En France, on reçoit 20 000 migrants économiques par an. Donc leur insertion sur le marché du travail est beaucoup plus rapide pour ces migrants économiques. En revanche, et pourtant, le migrant économique était déjà le parent pauvre des politiques d'accueil, effet amplifié, vous le dites, avec la crise mondiale des réfugiés. C'est important cette distinction historique, voire sémantique, entre le migrant et le réfugié. Elle est pertinente? Elle est pertinente pour l'économiste dans la mesure où l'insertion sur le marché du travail est rendue impossible pour le réfugié, qui est parti pour des raisons de violence de conflit. Et donc, comme il n'a pas la possibilité d'entrer immédiatement sur le marché du travail tant qu'il n'a pas obtenu le statut de protégé, il y a un délai d'entrée, donc il y a un coût transitionnel qui peut devenir un investissement si on le fait comme en Allemagne, cela a été fait, si on a une politique d'accueil tout à fait rationnelle, et c'est absolument possible. Mais il faut en tenir compte, c'est-à-dire qu'il y a, alors que les migrants économiques sont autorisés à travailler, et je rappelle, et les gens ne le savent pas, mais que lorsqu'on reçoit des migrants économiques, il faut que l'administration, le préfet, lève ce qu'on appelle l'opposabilité de la situation de l'emploi, c'est-à-dire qu'on montre qu'il n'y a pas de résidents ou d'autochtones capables d'occuper ce poste, et donc leur insertion sur le marché du travail, s'agissant des migrants économiques, est plus rapide, même s'il y a des effets de discrimination qui peuvent exister durant les périodes de crise. En revanche, dans le cas des réfugiés politiques, humanitaires, ou encore, si on avait cette catégorie statistique, mais elle n'existe pas encore, des réfugiés climatiques, là, leur statut juridique les empêche simplement de rentrer rapidement dans le marché du travail. Certains pays, comme la Belgique, ont essayé de réduire le délai très très fortement à quelques mois, mais ce différentiel peut être quelque chose qui peut constituer un coût et dont il faut tenir compte et sur lequel il faut agir par une vraie politique d'accueil, car on peut en retirer des bénéfices aussi. Un dernier point, et je vous laisse la parole, Antoine Mercier, peut-être pour revenir ensemble maintenant sur ces fantasmes que vous cherchez à dissiper dans cet ouvrage El Moumoud, ouvrage intitulé L'immigration en France, mythes et réalités, qui vient de paraître chez Fayard. Vous le dites, donc pour actualiser cette question, il faut d'abord la recontextualiser. Et il y a deux facteurs importants à prendre en considération aujourd'hui. D'abord, les
évolutions démographiques et la transformation de l'économie et donc des besoins sur le marché du travail. Il y a une bataille de chiffres qui a lieu tous les jours sur cette question. La question de l'immigration est vraiment le théâtre de cette bataille de chiffres. À partir de quelles données vous êtes-vous parti? Sur quoi vous êtes-vous appuyé? Vous évoquez notamment les données de l'OCDE. En quoi sont-elles plus fiables que les autres? Comment les interpréter? J'imagine que c'est des questions que vous vous êtes posées. Il y a deux types de données lorsqu'on travaille sur l'immigration dans les pays de l'OCDE. Il y a les données statistiques de l'OCDE qui sont extrêmement sérieusement faites et qui sont comparables, qui ne sont pas exactement les mêmes que les données, par exemple, du ministère de l'Intérieur. Donc moi, j'utilise les deux. Les données du ministère de l'Intérieur en France sont des données sur les titres de séjour qui sont octroyés aux migrants selon toutes leurs catégories. Donc là, il y a quelque chose d'absolument, disons, inéluctable, c'est le nombre de titres de séjour que vous avez octroyés aux gens. Donc ces deux statistiques, permettent d'avoir une évaluation qui est extrêmement précise, en dépit du fait qu'elles ne prennent pas en considération l'immigration illégale, qui est sourcée, documentée à partir d'autres approches, approches d'enquête, etc. Donc il y a là des possibilités de rassembler des matériaux qui sont des matériaux comparables à l'échelle internationale, entre pays, et de voir les différences d'ailleurs avec les statistiques nationales. Par exemple, les statistiques de l'OCDE que j'utilise sont des statistiques qui n'intègrent pas les étudiants parmi les immigrants, car si on intégrait les étudiants parmi les immigrants, on aurait plusieurs demi-millions d'immigrants aux États-Unis chaque année. Or, on en a 1 million de flux d'immigration chaque année. Dans le cas de la France, on a 200 000 à 250 000 immigrants. On a, les données de l'OCDE, évidemment, retirent les étudiants, tandis que les données du ministère de l'Intérieur, puisque c'est des titres de séjour, incluent les étudiants. Il y en a à peu près 70 000. Inclure les étudiants dans la catégorie immigration est simplement absurde, car ce ne sont pas des immigrés, ils viennent se former, et puis ensuite ils peuvent, d'ailleurs c'est la moitié des flux de migration de travail en France, sur les 20 000, il y en a 10 000 qui sont en fait des étudiants qui demandent la transformation de leur statut. Donc il y a vraiment un travail très très minutieux s'agissant du comptage. Et puis ensuite il y a sur les effets de l'immigration sur les pays d'origine comme sur les pays d'accueil, eh bien il y a des données qui sont des données très précises qu'utilisent les économistes, des données d'enquête représentatives, des données sur l'intégration, par exemple, l'enquête Théo, trajectoire et origine, qui permet de l'INED et de l'INSEE, qui permet de savoir quelle est l'origine des gens qui sont nés en France et qui ne sont pas des immigrés, etc. Donc on a un matériau qui est de plus en plus riche, on a des bases de données qui sont de plus en plus nombreuses, et pourquoi ignorer ces résultats? C'est ce que je dis dans ce livre. Pourquoi ne pas les utiliser pour avoir un débat qui soit un débat serein, afin d'arriver effectivement à des propositions de politique économique justes et efficaces? Les chiffres sont extrêmement manipulables dans toutes les situations. Vous avez l'impression d'avoir fait un travail objectif. Moi, j'utilise la littérature la plus académique et je la rends disponible au grand public. C'est ça que j'essaye de faire. Et chaque source peut être, vérifiée en allant sur les sites des revues, etc. Et on a quelque chose qui méthodologiquement doit être connu. Après, il y a des aspects qu'on peut pas tout connaître. Par exemple, l'immigration illégale en situation irrégulière, évidemment, c'est compliqué de la mesurer. On essaye d'avoir une méthode plus ou moins, précise, mais c'est évidemment tout ce qui est immatériel et illégal. Ça fait partie des angles morts, quand même, voilà, de cette recherche. Antoine Mercier. Oui, alors on est en campagne électorale. Je ne sais pas si dans votre livre, il y a une intention aussi de dire je vais apporter à cette question de l'immigration des données solides, chiffrées, pour montrer globalement que l'immigration peut être un bienfait, en tout cas n'est pas aussi mauvaise que le disent certains partis. Mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est comme cela que vous allez pouvoir répondre aux inquiétudes à la fois identitaires et aussi, j'allais dire, sur l'immigration en tant que problème par rapport à l'économie, précisément aussi, à le fait que, il y a un point dans votre livre sur les mythes sur l'immigration qui interdisent le vrai débat. Vous dites, les immigrés font baisser les salaires et dégradent le marché du travail. C'est un mythe que vous démontez. Donc, il n'y a pas uniquement une question sur l'identité, il y a aussi une question sur ce qu'on pourrait appeler le libéralisme, la mondialisation, etc. Tout à fait, vous avez raison. L'objectif, c'est pour ça qu'il est sorti le 30 janvier, ce livre, c'est pour essayer d'alimenter un débat public qui soit serein. Il y a
deux choses, effectivement. Il y a une question qui est essayer de faire en sorte que les gens se saisissent de cela. Je me fais pas beaucoup d'illusions s'agissant des gens qui ont une vision en permanence contrefactuelle, dont d'ailleurs Donald Trump est le représentant aujourd'hui, de transformation des faits. Je m'intéresse à ceux qui acceptent le débat issu d'un diagnostic précis qui a ses limites, et j'en parle aussi dans mon livre, mais ce diagnostic doit être partagé. Et puis, de manière plus sociétale, évidemment, il y a des vraies raisons pour lesquelles les peurs existent, et donc il ne faut pas les nier, et donc je m'attaque à ces peurs. Je travaille sur des sujets qui sont relativement instrumentalisés. Je travaille sur les délocalisations et les relocalisations industrielles. Il se trouve que je suis le premier en France à avoir travaillé sur les relocalisations, et je trouve exactement les mêmes types de problèmes. Sur la question de l'immigration, il y a des problèmes qui sont affectés à l'immigration, mais qui sont en fait du ressort de la crise de d'autres types d'instruments politiques. Et c'est ça que j'essaye de mettre en lumière. Par exemple, je fais un scénario dans lequel je fais immigration zéro, faisant l'hypothèse, comme le souhaiterait mon prédécesseur, ici. Bruno Goellnisch, qui était invité du journal d'Antoine Par exemple, mettant une politique de zéro immigration totale, en supprimant y compris le solde, eh bien, vous n'arriverez pas à régler les problèmes de mise à l'écart d'un certain nombre de populations dans des zones urbaines sensibles. Car les ressorts de cette ségrégation, cette triple ségrégation ethnique, sociale et territoriale, ne sont pas du ressort de l'immigration, mais de l'échec des politiques d'aménagement du territoire, de l'échec des politiques de logement, de l'échec des politiques du marché du travail. Et on voit que là, dans la période de crise dans laquelle nous sommes, il y a une tension extrêmement forte sur ce verrouillage de ces populations qui ne représentent loin de là la majorité, mais qui sont la face visible de l'iceberg et qui font évidemment peur aux gens, en effet. Mais est-ce qu'on s'attaque à cela en ayant comme cible les immigrés en général, ou est-ce qu'on s'attaque à cela en ayant un diagnostic précis sur les ressorts des mécanismes d'exclusion et sur la possibilité de faire des propositions qui sont des propositions efficaces économiquement? La question reste quand même, pourquoi vous, les économistes, vous êtes si peu audibles? Est-ce qu'on peut encore dépolitiser cette question, voire la désidéologiser d'après vous, et notamment avec des chiffres? Je crois que c'est ce que j'essaye de faire, mais je pense que la complicité, là je le dis de manière très nette, parce que quand j'ai écrit cette tribune dans Le Monde en 2012, ces chiffres étaient existants, je les avais mis à la disposition, je n'étais pas le seul, mes collègues économistes l'ont fait, et nous avons été auditionnés par différents acteurs de l'élection précédente de 2012, et personne n'a souhaité révéler les vrais chiffres parce que, qu'on soit pour ou contre d'ailleurs, parce que simplement ça fait peur. Ça fait peur, on a peur de perdre des plumes dans les voies, et donc on s'est aligné sur l'acceptation de chiffres qui sont erronés, la pression migratoire, l'immensité. Ce que je montre dans le livre, c'est que finalement on reçoit 200 000 immigrants par an, on est à 0,3% de notre population. C'est la moitié moins que la moyenne des pays de l'OCDE, 0,7%. Donc, premier mythe, nous ne sommes pas un grand pays d'accueil. Mais non, nous ne le sommes plus. Nous l'avons été dans le passé, mais nous ne le sommes plus. Et donc, on retrouve un certain nombre de mythes qui sont liés au fait que la classe politique également, je ne parle pas de la classe politique qui exploite ce sujet comme un sujet, porteur de cash machine. Mais je parle de ceux qui se prétendent républicains et qui refusent finalement sciemment, parce qu'ils ont peur de perdre des plumes, ils refusent la prise en considération de la réalité que nous essayons de mettre en avant à travers nos chiffres et nos données et nos analyses. Autre mot qu'on a beaucoup entendu, et surtout dans la précédente présidence, celle de Nicolas Sarkozy, c'est cette distinction entre l'immigration subie et l'immigration choisie que l'ancien président de la République souhaitait mettre en place. Vous réfutez l'idée, et ça c'est assez intéressant, que certains pays de l'OCDE pourraient pratiquer une immigration sélective selon les besoins de leur entreprise, et que pour d'autres comme la France, la démarche serait interdite, toujours bloquée, impossible à appliquer quelque part. C'est faux, on pratique déjà une forme d'immigration sélective? Oui, c'est ça. Ce qui m'étonne énormément, c'est que dans les débats électoraux
dans les propositions politiques, on nous sort des choses comme des nouveautés. Je vois le programme de Fillon, par exemple, des choses qui existent déjà, qui marchent pas du tout, qui ne sont pas évaluées. Voilà aussi ce à quoi je m'attaque. L'absence d'évaluation des politiques publiques, y compris sur la question de l'immigration. Et en effet, vous avez parfaitement raison. On a quoi comme immigration? Depuis 74, on a arrêté l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'on l'a arrêté totalement. Elle s'est poursuivie sur le côté familial. Et le deuxième motif de l'immigration en France, après l'immigration familiale, qui est à peu près de 80 000 à 90 000 par an, et d'ailleurs c'est des regroupements familiales de Français, il y a que 10 000 regroupements d'étrangers, au sens propre du terme, donc c'est géré par les conventions internationales, il n'y a pas de problème. Le deuxième motif, c'est la libre circulation européenne. On a à peu près 34% et 40% pour l'immigration familiale. Ensuite, l'immigration de travail stricto sensu, c'est 20 000 à 25 000 maximum depuis 15 ans, donc par an. Et c'est associé à quoi? À une liste de métiers. Cette liste de métiers, elle montre quoi? Elle montre qu'il existe des tensions sur le marché du travail, des difficultés de recrutement. Allez, disons des pénuries pourraient être plus larges. Eh bien, ces tensions sur le marché du travail, quand vous regardez les métiers qui sont concernés, vous avez tous les échelons de la qualification. Ça va des moins qualifiés jusqu'aux très qualifiés. Et donc, les besoins de main-d'œuvre se font sentir à tous ces niveaux. Et je voudrais donc, alimenter... côté immigration légale, voilà, on est d'accord, pas illégale, il vous rappelez que les migrants qui arrivent ici en France, il est faux de penser qu'ils sont ni qualifiés, ni utiles ou utilisés à l'économie. Il y a quand même un accueil qui est fait en fonction des professions besoins. Et des Tout à fait. besoins. Alors, cela dit, c'est très petit comme chiffre. Alors, je soumets à votre analyse simplement ces trois chiffres. Il y a 10% de chômage en France, 12%. C'est ça que les gens ne comprennent pas non plus. Et si on ne fait pas l'effort de l'expliquer, c'est un peu peut-être l'illusion que j'ai. Vous avez, selon les chiffres du MEDEF, 320 000 postes vacants, c'est-à-dire des difficultés de recrutement. On offre des emplois et on ne trouve pas de demandeurs. Les chiffres de Pôle emploi, à partir de leurs enquêtes, montrent 190 000 en 2014. D'accord? Donc j'explique cela. Vous avez 12% de chômeurs, à 10 à 12%, d'accord? Vous avez des difficultés de recrutement, et vous avez 20 000 migrants de travail par an. Il reste un volant énorme d'emplois qui ne sont pas assouvis. Pourquoi? Parce que simplement, à court et moyen terme, la politique du marché du travail, elle est pas capable de régler les problèmes. Elle le règle à long terme. C'est pour ça que ça n'est pas à l'immigration de régler les problèmes du marché du travail à long terme. Il faut une politique structurelle active. C'est ça que j'essaie de dire. Mais à court ou moyen terme, ces besoins, ils existent, ils sont là. Et ils sont largement loin d'être assouvis par l'immigration. Et donc, il y a une possibilité de comprendre une chose, c'est que, contrairement aux années 70, où on faisait venir les immigrés parce qu'ils n'étaient pas qualifiés, en masse, en effet. Là, on avait des migrations de masse. On les faisait venir des anciennes colonies parce qu'ils n'étaient pas qualifiés pour nourrir les secteurs de la croissance fordienne, de la croissance des Trente Glorieuses, dans le bâtiment, dans les travaux publics, les mines, etc., le textile, l'automobile. Et depuis l'arrêt de l'immigration, c'est produit quelque chose de nouveau. C'est que les migrants, les coûts de migration, les coûts pour bouger, les coûts pour partir, ne sont plus assurés par les entreprises des pays d'accueil, mais par les migrants eux-mêmes. Alors il se produit quelque chose d'absolument remarquable, il se produit quelque chose qui est ce qu'on appelle, nous, en tant qu'économistes, un effet d'autosélection. C'est-à-dire que pour pouvoir partir, il faut avoir les moyens de partir, soit financiers, mais surtout en capital humain, en éducation. C'est la raison pour laquelle, si vous prenez le stock d'immigrés depuis 1960, c'est-à-dire la population résidente, pardonnez-moi si je puis dire ainsi, en stock, eh bien, vous avez, en effet, un niveau de qualification plus faible parce qu'on a tous ceux qui sont arrivés dans les années 60 et qu'on est allé chercher pour des raisons, parce qu'ils n'étaient pas qualifiés précisément. Mais si vous prenez les cohortes récentes d'immigration, encore une dernière étude de l'INED l'a montré, vous avez un niveau de qualification des migrants qui est plus élevé que la moyenne des nationaux. Donc c'est absolument une idée reçue. C'est compliqué à faire comprendre parce que les migrants, comme vous me disiez tout à l'heure qu'est-ce qui est nouveau, sont mis dans des situations juridiques, dans des situations de stigmatisation qui ne recoupent pas leurs réelles compétences, leur langue. On n'arrête pas de dire dans les débats publics qu'il faut leur apprendre à parler, mais quand ils viennent maintenant, ils doivent signer un contrat d'intégration et on a durci les langues. Donc ça, on ne le dit pas. On dit il faut faire des politiques de co-développement. Je fais une évaluation des politiques de co-développement, ça ne marche pas. Et ça existe déjà, les accords de gestion concertés. Donc ce que je reproche aux politiques, mais aussi peut-être un peu, pardonnez-moi, aux journalistes, c'est que au fond, on laisse dire des choses à l'ensemble des hommes politiques dans leur programme qui ne correspondent pas à
ni à l'évaluation des politiques existantes, ni à l'existence des politiques existantes qu'il propose. Et sur les quotas proposés en ce moment, on pourrait quand même faire un état des lieux de ce qui existe. Et vous verrez que les politiques pourraient peut-être affirmer davantage leurs arguments. C'est vrai seulement pour la France, ce que vous dites, ou c'est différent ailleurs? Alors, il me semble que c'est vraiment quelque chose d'acquis en France, d'installer. Et ça l'est beaucoup moins en Grande-Bretagne. Hein, parce que c'est l'une des propositions que je fais d'ailleurs dans mon livre. Il y a un MAC, Migration Advisory Committee, un comité, une sorte de comité d'experts des sages sur l'immigration qui chaque année publie un rapport et qui est reconnu, etc., et qui permet d'alimenter un débat public. Alors ça n'empêche pas le Brexit, ça n'empêche pas toute une série de choses. Affecté aux politiques d'immigration, l'objectif de régler les problèmes de tension sur le marché du travail par la sélection des immigrés est contestable du point de vue économique, écrivez-vous, Helmut Mood. Vous êtes économiste et vous êtes notre invité aujourd'hui pour votre ouvrage paru fin janvier, L'immigration en France, mythes et réalités, ouvrage paru chez Fayard. France Culture, il est déjà 13h22. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Plusieurs mythes, une quinzaine même, que vous tentez donc de démonter dans cet ouvrage. On en a cité quelques-uns rapidement. La France est un grand pays d'accueil. La France n'envoie pas de travailleurs détachés, mais en reçoit beaucoup. En France, les immigrés font baisser les salaires et dégradent le marché du travail, évoqué tout à l'heure par Antoine Mercier. Les immigrés profitent des budgets sociaux. L'immigration est la solution pour payer les retraites et contrecarrer le vieillissement de la population française. Le libre-échange de marchandises et le co-développement peuvent freiner l'incitation à émigrer vers les pays riches. Voilà un certain nombre de ces mythes que vous déboulonnez dans cet ouvrage, Helmut Mood. Vous y faites aussi un certain nombre de propositions. Vous venez d'évoquer le cas anglais pour nous guider dans cette perspective. Quelle serait pour vous aujourd'hui une politique de l'immigration qui serait cohérente sur cette question-là? Quelle devrait être sa philosophie pour vous comprendre? Oui, alors moi je pense que d'abord c'est une politique qui détacherait les motivations de l'immigration entre les réfugiés d'un côté. Et là, je le traite comme dans la 6e proposition de mon livre, il ressort là, pour la question des réfugiés, d'un objectif humanitaire. Ça n'est pas exactement les mêmes ressorts. On ne peut pas sélectionner les réfugiés. Ils viennent parce qu'ils sont partis pour des motifs de choc. Et parmi eux, il y a des très qualifiés, des moins qualifiés, etc. Et cela doit être partagé au niveau de l'Union européenne. Et je regrette énormément que, pour une fois que la Commission européenne avait raison en proposant un plan de répartition de ces réfugiés qui sont arrivés massivement, et s'il y a un problème, c'est parce qu'ils sont concentrés sur 3 pays, la Suède, l'Autriche et l'Allemagne, et qu'ils rentrent par des petits points qui sont très fragiles, l'Italie, la Grèce, et la Hongrie. Et donc, en fait, le fait d'avoir, et la France y a participé, refusé de jouer un jeu coopératif, avoir préféré un jeu non coopératif, a été vraiment tout à fait désastreux du point de vue de l'effet que ça a produit, alors que c'est absolument absorbable et les effets positifs existent. Ça, c'est la première chose sur les réfugiés. La deuxième motivation, c'est la question de l'immigration économique. Là, je fais plusieurs propositions pour rendre plus efficace, mais aussi plus juste la politique d'immigration. D'abord, il faut évaluer les politiques. On les évalue pas dans les propositions de politique. Je le disais tout à l'heure. Deuxièmement, il faut comparer avec ce qui existe à l'échelle internationale, ne pas rester dans les fantasmes. On voit bien que dans les pays de l'OCDE, on est l'un des derniers pays après le Japon et la Corée du Sud en matière d'accueil de flux de migration. Et on continue à nous dire tous les jours, on n'arrête pas de recevoir des immigrés. Donc il faut avoir un peu de regard précis là-dessus, d'où la proposition d'un comité indépendant. 3, il faut respecter les droits. On gagnerait énormément à respecter les droits. Vous pouvez parler avec des juristes, je l'ai fait. Les droits ne sont pas respectés. Les droits des migrants ne sont pas respectés. Il faut faire des propositions qui sont des propositions simples. Moi, je ne suis pas de ceux qui préconisent l'ouverture complète des frontières, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour rendre efficace cela? Donc, respecter les droits. Je fais une proposition, par exemple, sur la portabilité des droits. Pourquoi? C'est quoi la portabilité des droits? C'est le fait que vous puissiez bénéficier des effets positifs de l'immigration, à la fois pour le pays d'accueil et le pays d'origine. Et pour cela, la Commission européenne aussi avait fait une proposition en son temps, qui était d'autoriser des périodes d'absence pendant 5 ans, par exemple, où les gens conservent leurs droits, ils peuvent revenir, ils peuvent partir, et là, ils sont plus utiles pour leur pays d'origine. C'est-à-dire favoriser la mobilité, là où, une fois qu'on a été finalement accepté quelque part, tout est très figé. Voilà. C'est l'idée de remettre aussi une sorte de flexibilité, voilà, si on peut dire, ou de mobilité dans ce statut. Les statuts précaires sont des statuts qui fragilisent les migrants, qui les déclassent sur le marché du
du travail, qui les vulnérabilise et qui fait qu'ils sont relativement moins productifs. Donc on pourrait augmenter leur productivité tout simplement en diminuant leurs coûts. Le coût qu'ils subissent. Et il y a une étude du Bureau international du travail en ce moment qui est très intéressante, qui prend aussi les discriminations sur le marché du travail comme des coûts à la mobilité et qui sont des inefficaces du point de vue économique. Donc je ne parle même pas de la question de l'équité, je parle simplement de la question de l'efficacité. Vous êtes un spécialiste de la mondialisation, des délocalisations, des migrations internationales. Est-ce qu'il y a une limite à ce phénomène de mondialisation, à ce phénomène d'ouverture? Je parle ça là de façon très générale, parce que là on a l'impression que vous êtes l'avocat finalement de la mondialisation libérale. Ben non, justement. Alors, c'est ça qui est un peu... Parce que j'aurais voulu poser la question tout à l'heure à M. Gollnisch, qui était là sur la question du protectionnisme. Mon point de vue est un point de vue de régulation de la mondialisation, au contraire. Au contraire. Mais simplement, ce qui est facile et ce qui est fait, si vous regardez bien ce que font les partis populistes, c'est de s'attaquer à ce qui est visible, à savoir la marchandise, les produits, et les travailleurs. Non, mais là, parlons pas d'eux. Parlons maintenant de ce qui est... Donc, je pense que la première chose à réguler, c'est la question de la finance internationale. Là, on a un super problème, si vous voulez. C'est qu'on a une hypermondialisation de la finance, tandis qu'on a un processus de relocalisation et de recomposition géographique des processus productifs qu'on voit naître avant même l'arrivée de Trump aux États-Unis comme en Europe. Là, c'est très bien mesuré par les économistes. On a un reflux de la mondialisation. Pour quelle raison? Parce que les coûts salariaux unitaires augmentent dans les pays émergents et parce que la robotisation et l'automatisation s'accélèrent dans les pays du Nord. Donc on a un phénomène de repli de cette mondialisation. Donc proposer aujourd'hui de réguler la mondialisation par le protectionnisme sur les marchandises, ça a des effets tout à fait mineurs par rapport à ce qui existe. Je vous rappelle que 75% de nos emplois sont dans les services. Et que la finance représente la composante de la mondialisation la plus libéralisée, la moins régulée. Et ce qui m'étonne, c'est que chez Trump, comme chez d'autres, on ne fait pas de proposition de re-régulation de la finance et de ce qui est invisible, et qui a des effets absolument désastreux sur les personnes, et on s'intéresse aux marchandises. Je voudrais dire deux choses. Ce que je fais, moi, dans mon travail sur les délocalisations comme sur l'immigration, c'est de regarder les vrais problèmes. C'est-à-dire pourquoi c'est quelque chose qui est coûteux du point de vue des représentations. Parce que je vous cite un chiffre. On dit, par exemple, que 300 emplois détruits, seulement 5 le sont par les délocalisations, et vous avez tout le reste qui est détruit par les gains de productivité et le progrès technique. Ce qui est vrai au niveau macroéconomique. Mais moi, j'ai fait une étude sur bassin d'emploi par bassin d'emploi. Il se trouve qu'il y a des bassins d'emploi qui sont affectés à 100% de leurs emplois lorsqu'il y a une délocalisation. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ont sous-estimé les économistes pendant très longtemps? Ils ont sous-estimé le fait que les perdants restent des perdants de la mondialisation. Et ils ont sous-estimé le fait que les mécanismes de compensation marchent extrêmement mal. Il n'y a pas de mobilité du travail, par exemple, entre les régions, qui feront que les gens qui sont mis au chômage à cause des délocalisations, dans les peu de bassins qui sont affectés, ne peuvent pas aller se localiser ailleurs. Donc il y a toute une série de phénomènes qui sont liés à l'absence de régulation publique de la mondialisation, au contraire, je prends en considération, est loin d'être ni le défenseur de l'immigration, comme je le dis dans mon livre, ni celui d'ailleurs de la délocalisation. Pas du tout. Je suis encore une fois le premier à avoir fait des propositions sur les relocalisations industrielles. Mais simplement, je pense qu'il faut avoir un regard qui soit un regard bien précis sur qu'est-ce qui est destructeur pour les travailleurs et qu'est-ce qui l'est moins. Et je crois que là, on est en train malheureusement de s'attaquer aux marchandises et aux travailleurs. Et c'est pas ça qui est l'aspect destructeur de la mondialisation. Voilà, la question de l'immigration qui commence à être de nouveau maintenant clairement, frontalement au cœur de cette campagne présidentielle avec des propositions faites par les différents candidats, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, entre autres. On commence à voir un peu apparaître des programmes plus ou moins réalistes, peut-être selon vous. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. L'immigration, mythes et réalités vient de paraître chez Fayard. Merci.